Salut, donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle petite vidéo de bonus bavardage pour ce dimanche soir à 23h. Petite surprise encore une fois, ça sera pas systématique, sauf que là c'est vrai qu'on est en plein mouvement de la Nintendo Switch 2. Voilà, elle a été annoncée, la date, tout ça, les prix n'ont pas vraiment été annoncés, mais on les a découverts après coup. Et plein de bonnes ou de mauvaises surprises en fait. Donc il y a vraiment une communication si désastreuse que les gens sont, je pense, assez inquiets, se nourrissent de contenu autour de la Switch 2. Et les seules personnes qui communiquent autour de la Switch 2 sont les influenceurs qui ont eu accès généralement à cette console. Enfin, la grande majorité des influenceurs qui ont eu accès à cette console de jeu, qui ont été très optimistes dans un premier temps. Après ils ont vu, c'est vrai, que les gens étaient assez mécontents, donc certains, en tout cas d'entre eux, ont essayé finalement de ne pas être trop optimistes, essayer de bâcher un petit peu tout ça, de se mettre un peu dans le mouvement négatif qu'il y a eu lieu. Et je trouve un peu trop bâché ces derniers jours, cette dernière semaine, un peu trop bâché quand même la console Nintendo Switch 2 pour des raisons très futiles en fait. Pour ma part, aujourd'hui, je suis toujours hypé, finalement, je suis à nouveau hypé par cette Nintendo Switch 2 qui me permettra finalement de me faire plaisir sur plein de jeux éditeurs tiers, comme les Dark Souls, les Elden Ring, tout ça, et éventuellement les Gears of War et tout ça et compagnie. Mais il y a toujours un truc qui est dérangeant. Je vais revenir sur à peu près tous les points. Là, j'ai envie de faire le point finalement sur la Nintendo Switch 2. Donc elle sort le 5 juin. Logiquement, si c'est pas annulé dans certains pays, parce qu'avec l'histoire des droits de douane et tout ça, bon, Donald Trump a fait un gros rétro-pédalage comme je m'en doutais. Pas totalement encore, il reste encore la Chine où c'est problématique. Et aussi la promesse de revenir dans 3 mois avec à nouveau cette connerie-là. Mais à première vue, il a déconné. Il a fait un délit d'initié et c'est tellement grave ce qu'il a fait qu'à mon avis, il va se faire calmer direct. Il va arrêter de nous emmerder avec ses putains de douanes à la con. Donc c'est bon signe. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc ça c'était important quand même de le mettre en avant parce que on va pouvoir déjà se concentrer sur les réels problèmes de cette Nintendo Switch 2 qui finalement sont assez infimes mais importants. Et tout le reste et toutes les autres choses que je trouve assez anecdotiques en fait. Beaucoup de choses et des supputations par rapport au Joy-Con Drift par exemple. C'est ça que je comprends pas, la communication de Nintendo ou des gens qui travaillent pour Nintendo. Donc on en a un apparemment, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la conception de la machine, matériel, le hardware, toi. On lui a posé la question si c'était un Joy-Con All ou je sais pas quoi, moi je connais pas trop, mais apparemment c'est un Joy-Con qui assure de ne jamais avoir de Joy-Con Drift. Donc c'était une valeur sûre, tu vois. Donc le gars en question, il a répondu non, c'est pas du tout cette technologie-là. Donc bon, ok, mais vous inquiétez pas, les Joy-Con sont très bien, sont très sympathiques ou un truc comme ça, quoi. Non mais c'est quoi cette communication, quoi? Alors évidemment derrière ça a été le drame absolu, enfin beaucoup se sont inquiétés parce que le Joy-Con Drift, alors moi je l'ai pas eu sur ma Nintendo Switch Lite que j'ai depuis octobre dernier ou fin septembre. J'ai pas eu ce problème là encore. Je l'ai eu sur une manette Xbox 360 mais après l'avoir bien usé comme il faut. Mais c'est d'ailleurs je m'étais adapté, j'avais adapté mon doigt en fait, mon pouce. Non c'était pas mon pouce, si c'était mon pouce de l'autre côté. Et j'adaptais mon pouce en fait quand j'appuyais très légèrement du côté inverse du drift, le fait que finalement les personnages et tout ça vont dans un sens naturellement, c'est-à-dire que t'as aucune retenue sur un des côtés. Finalement j'avais pris l'habitude de jouer en appuyant très légèrement de l'autre côté comme ça. Même si je faisais des mouvements, des machins, tout ça, j'avais toujours cette petite habitude. Finalement, je me suis habitué à ma manette qui déconnait. Non pas que c'est pas dramatique. Après, j'ai eu d'autres manettes,
Mais finalement je m'étais habitué à ce drift, on va dire. Ce terme n'existait pas à l'époque où je l'ai eu, hein, franchement. C'était les premières manettes Xbox 360, les blanches qui étaient plus fragiles que celles qui ont suivi. Notamment celle avec la Elite, qui j'ai jamais eu de problème avec celle-là, les noires là. Donc voilà, donc c'est vrai que je comprends les inquiétudes et je comprends pas la communication Nintendo. Je veux dire clairement, on n'a pas pris la technologie ou le machin tout ça, mais vous inquiétez pas, on s'est assuré de faire en sorte qu'on n'ait plus jamais le Joy-Con Drift, et c'est pour ça aussi que la console est un peu plus chère, parce que c'est du bon matériel cette fois-ci, tu vois. Il y a quand même une communication à avoir derrière. Il faut affirmer les choses, affirmer que c'est du bon matos, que ça vaut son prix et que vous n'aurez jamais de Joy-Con Drift à l'avenir. Ça, il faut l'assurer. Nintendo, ils ont pas communiqué là-dessus. Ils auraient pu communiquer avec des graphismes, des exemples, des machins et tout ça, tu vois. Ils auraient pu vraiment communiquer sur la puissance réelle de leur console. C'est aux autres d'essayer de chercher. Alors oui, c'est important parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme console, quel jeu on va pouvoir avoir dessus, quel jeu on va pouvoir avoir en mode portable et en mode docké. Apparemment, il y a quand même un sacré downgrade en portable à première vue. J'ai vu pour Metroid Prime 4, parce que tu as un écran qui a l'air très très bien. Moi, je trouve l'écran de ce que j'ai vu, parce que là, j'ai vu la vidéo. J'ai vu les vidéos de certains influenceurs qui ont été là-bas, qui ont pris la console comme ça, et la console portable, ils ont mis l'écran devant, un grand écran 4K ou peut-être 1080p devant où le jeu tournait. Et bah tu voyais que l'écran de la console portable, il était bien net, il était fluide, il avait de beaux contrastes, alors que l'écran, la télévision sur laquelle il jouait, à côté ou devant, était très lumineuse et tout ça. La qualité était moins bonne en fait. C'était peut-être fait exprès. Attention, c'était peut-être fait exprès. Peut-être qu'ils ont mis des télés de merde en face pour voilà. Après, certains avaient amené leur Switch OLED et tout ça pour faire la comparaison. Donc c'est plus lumineux, tout ce que tu veux. Mais après, je trouvais vraiment, avec mes yeux, de ce que j'ai vu, vraiment la qualité super bonne. À voir. Mais tu vois, c'est beaucoup trop de questions. On se pose beaucoup trop de questions. À raison, parce qu'on va mettre un gros billet dedans. Moi, ça fait longtemps que j'en avais envie. Au départ, c'était surtout pour jouer à tout le catalogue Switch 1. Mais comme là, j'ai déjà presque fait tout le catalogue Switch 1, peut-être pas 4-5 jeux, au moins 4 jeux sûrs. Et bah, voilà, maintenant j'ai envie de voir un peu plus loin, de voir des éditeurs tiers, tout ça, Elden Ring éventuellement, quoique, voilà, ça va peut-être pas sortir en cartouche pleine. Donc voilà, je trouve que la communication est assez désastreuse. Maintenant, on est quasiment sûr et certain que la console hardware, c'est apparemment une PS4, voire PS4 Pro, mais avec l'avantage d'un DLSS, un upscale par IA, c'est-à-dire l'upscale basique de l'époque du DVD au Blu-ray. Quand on était passé au DVD au Blu-ray, t'avais des télés qui proposaient l'upscale et tout ça. Je suis pas un grand spécialiste, mais de ce que je sais et de ce que j'ai compris, à l'époque, l'upscale c'était bête et con, ça doublait les pixels, tout simplement. Quand t'avais des DVD qui étaient de très bonne qualité, et bah c'était assez impressionnant. Et le Blu-ray à côté, c'était bon, on peut se passer du Blu-ray quoi. Mais quand t'avais des DVD qui étaient de mauvaise qualité, bah comme ça doublait bêtement les pixels, et bah tu te retrouvais avec des trucs très cracra en fait, très moches, très horribles. Et même t'avais, voilà, c'était moche. Et le DLSS, en fait, quand c'est l'IA va générer des pixels manquants en fait. Il va pas les doubler bêtement, il va générer des pixels manquants. Et il va lisser finalement tous les effets escaliers des contours, de l'aliasing. Il pourra booster des résolutions à 720p. Il travaille les jeux en 720p, déjà ça prend moins de place sur les cartouches. Et ça prend moins de ressources au niveau du hardware. Vu que le DLSS finalement il peut booster deux fois, je sais pas, à voir, ça dépend si c'est bien optimisé tout ça, faut que ça soit bien optimisé. Si les éditeurs tiers font aucun effort, et je pense que parmi les jeux qui vont sortir au départ il n'y aura aucun effort de fait dessus, ou très peu pour certains, si c'est bien fait logiquement le DLSS,
est capable de booster x2 les performances d'un jeu. Voilà, parce que ça va booster le framerate, ça va booster la netteté du jeu et tout ça. Et ouais, il y a un gros potentiel. Donc ça c'est quasiment sûr et certain. On l'a vu déjà, on a vu les tests, les comparaisons. Après c'est vrai, attention, c'est pas les jeux qu'on va avoir en main. Faut attendre toujours d'avoir les jeux en main, les consoles en main et voir les retours. Moi je l'aurais, je sais pas s'il y en a qui vont l'avoir avant. Il y en a toujours qui vont l'avoir avant. Voilà, qui vont se servir avant, tout ça dans les stocks. Dans certaines boutiques, c'est sûr et certain. Ça c'est toujours fait. Qui vont tester les jeux, qui vont déjà avoir des informations avant. Donc je pense qu'une semaine avant, on aura déjà presque toutes les informations dont on a besoin. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a un peu, je trouve que Nintendo cache beaucoup de choses, manipule beaucoup. Et c'est vrai que ça fait peur, je peux le comprendre. Le Joy-Con Drift, tout ça, c'est vrai que je peux comprendre, moi qui ai été emmerdé il y a longtemps avec ça. Après, je l'ai géré à ma façon, voilà, tu t'habitues à tout de toute façon. Donc moi je m'étais habitué à ce Joy-Con Drift où j'avais pas comme ça, j'avais juste une manette qui déconnait. Mais bon, moi j'ai eu plein de manettes qu'on déconnait, les Mega Drive, tout ça, bon c'était autre chose Mega Drive. Et un petit morceau d'aluminium dans les manettes Master System et Mega Drive et ça fonctionnait, les boutons, tout ça, donc c'était l'aluminium, c'était magique pour les consoles de jeu. Donc voilà, il y a le Joy-Con Drift, alors apparemment c'est pas le Joy-Con All machin que tout le monde voulait. Bon, je peux comprendre. Je dois bien t'avouer que ça m'a un peu embêté. Ce qui m'a embêté le plus, c'est la communication derrière. J'ai trouvé ça, mais qu'est-ce qu'ils sont cons quoi. Ils sont cons comme des balais, c'est pas possible. Donc il y a eu ça. Il y a eu le fait qu'il n'y aurait pas de succès. Alors, il n'y en avait pas sur la Switch 1. Les succès. Les succès, c'est un problème. Bah écoute, je trouve pas en fait. Moi, les succès quand ils sont arrivés sur la 360, j'ai trouvé ça intéressant dans un premier temps et après j'ai trouvé ça insupportable sur les jeux multijoueurs parce que ça crée de l'anti-jeu. Sur Gears 5 par exemple sur Steam il y a des succès et il y a même des succès à faire, des petites épreuves à faire chaque jour qui sont renouvelées dans la 4 aujourd'hui parce que ça ils ont fait des mises à jour, le multi de Gears 5 a tellement évolué entre son départ et la fin que c'est méconnaissable en fait. C'est méconnaissable, c'est un truc de fou quoi. Ils ont vraiment galéré pour faire un bon multijoueur. Mais les succès et les petites épreuves comme ça, t'en as 4, mais après tu peux en renouveler une gratuitement ou sinon tu payes avec de l'argent numérique spécial Gears. Et bah en fait, ça fait de l'anti-jeu. Voilà, il y en a, ils veulent booster. Par exemple, t'as un succès, c'est arriver au niveau max de l'expérience. Bon bah moi je l'ai fait mais avec 2800 heures de jeu. Je l'ai fait naturellement. Donc il y en a, ils veulent booster leur expérience, ils veulent faire tous les succès. T'as l'impression qu'ils ne font que ça, c'est un peu la névrose des trophées sur PlayStation et des succès sur Xbox ou Steam. On a la névrose des succès en fait. La névrose des succès, c'est les gars, ils ne pensent qu'à faire ça en fait. Franchement, ils ne pensent qu'à faire ça. Et en fait, ils vont faire de l'anti-jeu. Par exemple sur Horde, ils veulent booster leur niveau sur Horde. Parce que tu peux booster peut-être plus facilement ton niveau sur Horde que dans le multijoueur. Sur Horde, tu joues en dément et tu fais booster. Donc tu fais en sorte que la partie soit niquée rapidement en fait. Je me rappelle un événement au mois de décembre pour Noël. T'avais un événement, t'avais une sorte de Horde en 12 vagues. C'était la première fois, je crois qu'ils avaient tenté le 12 vagues. Avec que des rebuts, des rejets. Et il y avait la map qui avait pas un petit bug, mais elle avait un petit glitch en fait. Il fallait mettre le fabricateur en haut des escaliers, bien le placer. Et les ennemis, ils passaient pas en fait. Ils passaient que vers la passerelle et tout ça. Et t'avais à l'époque, parce que ça a tellement changé depuis, t'avais les compétences ingénieurs de Baird qui proposait, c'était pas un glitch parce que ça faisait partie du personnage, tout ça, ça a été changé aussi, qui permettait de faire saigner par rapport aux barrières et tout ça, enfin bref. Et en fait, on s'est retrouvé avec plein de gars qui ont fait de l'anti-jeu pendant 1 mois et demi, ça a été insupportable et ça a créé des insultes, des machins, parce que à cette époque-là, on pouvait encore écrire
chat. Et ça, ils l'ont enlevé parce que les gens s'insultent. Et en fait, t'as un gars qui disait, bah donnez-moi tout votre énergie, votre pognon et tout ça. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. On fait comme ça, point barre. Et les autres, ils ferment leur gueule ou ils se cassent en gros. Et en fait, et bah tu jouais pas. Toi, tu restais bloqué là-haut, là. T'attendais que le temps passe. Seul Bird, celui-là qui avait Bird, faisait des frags et des machins, tout ça. Et ça faisait passer les 12 vagues rapidement. Et là, ça faisait booster les niveaux, booster les niveaux, booster les niveaux. Quand tu le fais une fois, bon ok, très bien. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pendant 1 mois et demi, il y a eu des pétages de câbles de fou furieux. Même moi, j'ai pété un câble. J'ai pris le fabricateur et j'ai été le coincé dans la glace pour bien les faire chier. Et je me rappelle du gars qui était énervé. Ouais, attention, on va tous porter plainte contre toi. Porter plainte contre moi, bande de nazes. Ils font de l'anti-jeu et t'inquiète pas que les créateurs de Gears 6 ont vu qu'il y avait l'anti-jeu. Donc c'est pour ça qu'ils ont derrière la compétence de Bird qui après est devenue une compétence générale pour n'importe quel personnage. Si on la choisissait, cette compétence de là, en fait, ils l'ont modifiée pour pas que ça revienne comme ça. Et le coup du fabricator, ça je me demande s'ils l'ont modifié. Je crois qu'on peut plus bloquer le fabricator là. C'est quasiment sûr et certain. Donc il y a eu tellement de mises à jour et tout ça. Et puis il y a eu tellement d'insultes avec le chat. Parce que tu pouvais écrire comme ça. Tellement d'insultes, tout ça. Mais les gens ils pétaient un câble. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause des succès. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'ai fait des 1000G sur Xbox 360. J'ai fait Danse Centrale, et oui, j'ai presque honte. J'ai fait Danse Centrale, les 1000G sur Danse Centrale, le premier. Parce que Skynet, la caméra Skynet qui existe bien avant la caméra la con de Nintendo, c'est n'importe quoi. Quand t'as connu Skynet, en plus c'est un truc qui bougeait comme ça, qui s'adaptait à toi. Tu bougeais mais s'adaptait à toi et on allait te chercher. Quand tu sortais du champ pour aller pisser, hop, il te cherchait, tu revenais, et il se recalibrait sur ton visage. Il était mécanique, il était plus mécanique qu'autre chose. Mais c'était de la bonne cam et tout ça. Donc ça, ouais, c'est de la merde. La caméra Nintendo, c'est de la... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les 1000G, moi j'ai fait Danse Centrale. Donc j'ai fait tous les succès sur Danse Centrale. J'étais pas ici parce que ici, ça... Mais c'est vrai que j'ai dansé. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté ça. Je l'avais découvert parce que mon frère avait dû l'acheter. Il l'avait acheté, c'est sûr. Et on avait passé un repas de famille. On avait dansé sur Lady Gaga, machin. C'était super. C'était rigolo, quoi. C'était vraiment l'éclate. Et puis j'ai fait les 1000G parce que je sais pas pourquoi j'étais super motivé. J'ai découvert Skynet comme ça et ça m'avait tellement excité, ça m'avait tellement hypé ce Skynet là que j'ai fait le truc à fond alors que j'étais pas trop musique comme ça. Moi j'étais heavy metal, alors tu vois le truc. Enfin bref, j'ai fait Dead Space le tout premier, j'ai fait les 1000G. Il y a eu juste un succès qui m'avait posé problème, c'est quand tu dois détruire les météorites en mode peut-être non tu dois faire moins de 80 ou 70%, je sais plus quoi. Et en fait celui-là il a été compliqué à faire, je dois bien t'avouer, et c'est le seul qui m'a quitté. Et j'ai fait les 1000G. Le Virtua Fighter, j'ai fait les 1000G. J'ai fait les 1000G sur quoi d'autre? Sur Halo 3, j'ai pas dû faire les 1000G. Non, parce qu'Halo 3, il y a des succès à la con. Et tu vois, c'est ça aussi le problème des succès, c'est les succès à la con. Les succès multijoueurs, insupportables. Tu vois, des succès à challenge qui sont intéressants, mais pas qui viennent polluer les multijoueurs, comme avec Gears of War. Moi, je me rappelle l'absurdité. Je crois que le truc le plus absurde que j'ai vu dans les succès, c'est sur Ninja Gaiden 2, sur Xbox 360. Ninja Gaiden 2, les succès qu'ils proposaient, c'était, t'avais je sais pas combien d'armes, peut-être une vingtaine, une trentaine, je sais plus, t'avais plein d'armes. Et les succès, c'était, faut finir le jeu qu'avec les nunchaku, finir le jeu qu'avec le sabre, finir le jeu qu'avec cette arme, et t'en avais plein. En fait, fallait finir le jeu 50 fois, quoi. Voilà, à un moment donné, tu te dis, mais je vais pas passer ma vie à jouer à Ninja Gaiden pour des succès à la con. Et je suis persuadé qu'il y en a qui l'ont fait. Parce que ça rentre dans une forme de névrose. Les succès où les gens sont complètement fous avec ça. Et ils font n'importe quoi, ils jouent même plus au jeu. Ils jouent que pour les succès.
Je dois bien t'avouer que mon expérience avec les succès aujourd'hui, tu vois, Gears 5, j'ai fait 2800 heures dessus. J'ai pas les 1000 G, hein, parce que je me suis pas intéressé à certains succès. À un moment donné, j'y somme pas les couilles, quoi. Alors j'ai peut-être le succès où je suis niveau max à Gears, parce que ouais, il est venu naturellement. Mais il y a sûrement plein de petits succès à la con que j'ai pas voulu faire. Il y a le mode fuite. Le mode fuite, j'aime pas. J'aime pas le mode fuite, donc c'est vrai que je l'ai fait à un moment donné. Il est intéressant le mode fuite sur Gears 5. Il est intéressant, mais le mode fuite a un problème. C'est l'égoïsme des gens avec qui c'est que tu tombes que sur des gens égoïstes en fait. Qui à un moment donné se barrent et t'abandonnent et tout ça. Donc t'as une forme d'égoïsme et de cruauté chez les joueurs qui se met en place, qui est un peu bizarre, alors que dans le multijoueur en lui-même, t'es à 5 contre 5 et t'as beaucoup moins d'égoïstes, quoi. Bon, il y a toujours des égoïstes, des voleurs de frag et tout ça, mais bon. Mais le mode horde, c'est vraiment, pour moi, c'est le mode horde. Le reste c'est compliqué, c'est une histoire de connexion et tout ça. Enfin bref, là je suis en train de m'éparpiller. Moi les succès, et bah j'en ai rien à foutre, quoi. Je vais pas faire un drame, je sais qu'il y en a qui font un drame. Oh bah moi j'adore les succès, machin, bah écoute. Tant pis, hein, moi je vais m'en mettre, hein. Je vais pas bâcher une console, pas me dire bah tiens je vais pas acheter la Nintendo Switch 2 parce qu'ils vont pas mettre de succès. Bah écoute, moi ça ferait peut-être un peu le contraire pour moi. Ils vont pas mettre de succès, très bien. Après qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans les informations? Il y a eu les Breath of the Wild et Tears of the Kingdom édition Switch 2, donc il y a bien l'intégralité du jeu dessus sur la cartouche et en même temps de l'amélioration et tout ça. Il manquerait pour Breath of the Wild le fameux DLC que moi j'ai pas acheté parce que il manquerait le DLC, donc c'est vrai que ça fait un peu radin, quoi. Ils auraient pu mettre le DLC, quoi. T'achètes, c'est pour pousser à acheter finalement ceux qui ont été fans de Breath of the Wild, qui comme moi ont fait, ou d'autres gens comme moi, on va dire, qui ont fait le jeu, parce que je peux pas dire que je suis fan de Breath of the Wild. Voilà, je suis pas un grand fan de Breath of the Wild, mais c'est vrai que ce sont des jeux qui sont quand même très envoûtants et qui me plaisent quand même malgré tout. C'est vrai, c'est assez bizarre mon rapport avec Breath of the Wild. Et bah tu vois là, j'ai pas acheté le DLC. Je pourrais racheter, je serais tenté d'acheter ces éditions Switch 2. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le DLC. Tu vois, le DLC, j'aurais pu me dire, bah tu vois, au moins, comme je sais pas combien vaut le DLC, peut-être que ça vaut 20 €, un truc comme ça. Et bah au moins, tu vois, je mettrai un petit billet comme ça pour acheter, pour l'avoir en boîte. D'ailleurs, les boîtes, j'ai tombé sur des vraies photos des boîtes, des vraies photos. Je vous les mettrai là, tiens, des vraies photos des boîtes. Et bah elles sont assez jolies en fait. Enfin, les boîtes Nintendo de Mario Kart et de Donkey Kong qui n'ont pas de bandeau en bas, c'est Game Key Card ou quoi que ce soit, ou plein d'écritures pour dire, pour les Zelda, pour les éditions Switch 2, tu auras des écritures pour te dire, avec un petit code, un petit QR code, tu vois, pour te dire, bah tu peux télécharger si tu veux, si tu as déjà le jeu, machin. Est-ce qu'ils sont obligés de dégueulasser comme ça les jaquettes, quoi. Mais sinon je les trouve très très beaux finalement les boîtiers. Pour les boîtes de la première Switch, t'as les tranches toutes rouges, t'as un petit carré rouge devant et tu profites pleinement de la jaquette. Et le boîtier est transparent, voilà. Et translucide. Pour la Switch 2, le boîtier plastique est translucide rouge apparemment, ça date. Tu pourras peut-être encore voir avec une lampe, voir s'il y a bien la cartouche dedans, tu vois. En regardant les petites lamelles, en faisant briller les petites lamelles comme je fais, parce qu'il y a plein de problèmes de cartouches manquantes là où elles devraient être. Que c'est vrai que moi quand j'ai vu plein de commentaires comme ça, bah, j'ai pas un jeu que j'ai pas ouvert en regardant d'abord avec une lampe torche s'il y avait bien une petite cartouche dedans, quoi. Parce qu'après c'est la baisse intégrale pour se faire rembourser. Donc là apparemment c'est pas un plastique rouge opaque, ça a l'air d'être translucide. À voir si c'est assez translucide pour qu'on puisse aller voir, vérifier avant d'ouvrir le blister. Après le bandeau rouge au-dessus, ça va, je trouve qu'il passe. Il passe parce que j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus larges. À voir. À voir. Certains, ceux qui ont pris la photo, ont l'air de dire qu'elles sont légèrement plus grandes que les boîtes de la première Switch.
Et la tranche sur les boîtes de la Switch 2 sont pas toutes rouges quoi, pour les différences et tout ça, donc c'est pas mal. Franchement, je les trouve assez jolies à voir, parce que les Game Keycard, en français ça va être clé de jeu. Ouais, c'est ça, clé de jeu. Parce que les boîtes, les jaquettes en français, elles ont été montrées dans les Amazon et tout ça, tu vois, clé de jeu. C'est d'une laideur absolue. Ça, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Pour moi, c'est le seul point négatif. Enfin, un des seuls points négatifs aujourd'hui. Je pense que le reste, c'est du bashing un peu inutile, quoi. Et ça sert à rien. Je pense que la console, pour 439 € et pas 470 €, ça passe. Je trouve que ça les vaut. Si l'écran est vraiment à la hauteur de ce que moi j'ai vu, pour moi ça va. Si les Joy-Con sont vraiment costauds et tiennent la route, ça vaut le prix. Si la technologie embarquée est vraiment un hardware de PS4 avec en plus un DLSS et du ray tracing, ce que n'avait pas la PS4, c'est-à-dire que ça va booster 2 fois plus les performances graphiques des jeux et du framerate. Donc ça reste, ça permet d'alléger vachement tout ça. Donc à voir. Je pense qu'à l'avenir c'est très prometteur, mais il faut pas s'attendre. Les jeux de sortie, faut pas s'attendre que les jeux de sortie soient vraiment optimisés comme il faut. Quasiment sûr que c'est balancé comme ça. From Software avec Dark Souls sur PC, ils ont balancé leur jeu comme ça. Ils l'ont balancé comme ça, mais vraiment comme ça. Dark Souls prépare tout à l'édition, ils l'ont balancé comme ça. C'est le jeu comme ça de fou quoi. Après ils ont sorti le remaster et là c'était optimisé et ça tournait nickel à fond les ballons quoi. Bon. Voilà, mais je pense que tous ceux qui ont eu le prépare tout à l'édition sur Steam savent de quoi je parle. Niveau optimisation, ils t'ont balancé ça comme ça. Elden Ring, et ils vont sûrement le balancer comme ça. Et apparemment il sera peut-être en Game Keycard. Et ça, je le prendrai pas. Voilà, voilà, les Game Keycard pour moi c'est une cochonnerie. Et je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter les Game Keycard. C'est pas possible. J'en ai déjà parlé, c'est un truc qui deviendra, c'est des jeux qui deviendront obsolètes. Tu vois, les jeux physiques en fait. Les jeux physiques, il y en a, moi j'en connais, ils ont la méthode de on achète un jeu physique, on le retourne pendant 2 semaines, on garde bien la boîte nickel pour pas l'abîmer tout ça. Et sur le marché de l'occasion, ils te revendraient ça à 50 € pour un jeu vendu 70 €. Et après ils rachèteraient un jeu et ils revendraient ça à 50 €. Et encore et encore et encore. À la fin de l'année, ils auraient joué à une vingtaine de jeux, ça leur aurait coûté finalement que 20 € par jeu, d'une certaine manière, sauf peut-être le premier. Ouais, peut-être le premier quoi. Le premier paiement 70 €, après c'est plus que 20 €, 20 € par jeu. Là où finalement, quand t'achètes en numérique, si le jeu c'est vraiment de la grosse merde, et c'est terminé quoi. 20 jeux à 20 € par exemple, ça fait 400 €. Et pour 400 € ça fait 5 jeux en numérique. Tu vois la grosse différence. Il y en a ils font comme ça. Et moi il y en a ils ont toujours fait comme ça. Je les ai toujours fait comme ça. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui ils font toujours comme ça. C'est beaucoup plus rentable d'acheter un jeu physique qu'acheter un jeu numérique. Franchement, là je peux t'assurer. Et c'est pour ça qu'ils veulent tuer le numérique. C'est pour ça. Parce que tu peux jouer à une vingtaine de jeux pour le prix de 5 jeux tout au plus numériques. En premier temps, le marché physique à court terme, ils veulent le tuer en proposant que du numérique, et ils veulent tuer le marché du physique et de la revente et tout ça à long terme avec le marché de la collection, avec les Game Keycard. Parce que les Game Keycard dans 10-20 ans, ça vaudra plus rien en fait, à part pour les collectionneurs c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui achètent plein de jeux Mega Drive et tout ça sur cartouche qui n'y jouent pas forcément. Mais t'inquiète pas qu'ils vérifient si ça fonctionne. Si ça fonctionne bien et tout ça. Et voilà, ils veulent au moins se rassurer que s'ils ont acheté ça, des jeux sur le marché de l'occasion qui valent 400-500 € pour certains, il y a des codes et tout ça, faut pas croire. Moi je suis un revendeur, plus un revendeur de collection. Tu vois, moi j'avais une collection complète de jeux Dreamcast et tout. Quand la Dreamcast s'était arrêtée, ils avaient bradé les Dreamcast, j'en avais pris par l'autre 3-4 et mon frère aussi. J'avais mis une puce, emprunté une puce sur une console européenne pour jouer à tous les jeux japonais, tout ça. J'avais un Bomberman qui était sorti qu'au Japon, j'avais plein des manettes d'arcade
arcade avec des boutons verts, c'était super joli. J'avais tous les Shenmue, les machins, j'avais plein de trucs. Je l'ai revendu beaucoup plus tard parce que bon, des fois t'as besoin un peu d'argent. Et finalement je l'ai revendu comme une collection. Et bah là je me suis fait du pognon quoi. Donc voilà, là j'ai vu une vidéo de je sais plus qui là, qui parlait qu'il y avait un jeu Switch, un Shantae Pirate, je sais plus quoi, Pirate Cursed, qui est sur le marché, qui cote à 470€. Bon, un petit jeu à la con qui cote à 470€ sur la Switch. Bon bah voilà quoi, je veux dire, ça veut tout dire. Moi je vise plus ça, comme d'autres visent le fait de jouer à plein de jeux avec ce système d'achat-revente. C'est ça que les éditeurs veulent tuer. C'est ça, en fait. Il faut pas céder quoi. Moi le Game Key Card, bah je céderai pas. Sauf exceptionnellement pour Gears of War, mais Gears of War pour moi c'est l'exception absolue. C'est pour ça que je dirais que pourquoi les prix sont chers aujourd'hui, c'est le numérique qui est à l'origine des prix chers, c'est tout. Des jeux qui valent cher, c'est à cause du numérique. C'est à cause du numérique parce qu'on a cédé au DLC, on a cédé à tout ça. Moi je n'ai acheté quasiment que des DLC du numérique pour Gears of War. Le reste, c'était hors de question quoi. Voilà. Je suis un fanboy de Gears, du multijoueur de Gears et des maps et tout ça pour faire du horde dessus. Principalement du horde. Et voilà, je suis un fanboy là-dessus, donc pour moi c'est la ligne rouge que je peux franchir. Pour tout le reste, c'est hors de question. C'est hors de question. Mario Kart, là, ils vont nous présenter un direct de Mario Kart. Je suis prêt à parier qu'ils vont te balancer un saison de passe dans la gueule quoi, à 80 boules. Ils en seraient bien capables. Et bah, c'est hors de question, quoi. Voilà, donc c'est à cause du fait qu'on consomme beaucoup de numérique. À un moment donné, on se retrouve avec des prix aussi élevés, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça et bon. Mais l'achat-revente, tu vois, même des jeux à 60, là c'est 60-70€ sur le marché des boutiques et tout ça, neuf. Il y a toujours des prix d'appel. Donc tu auras toujours des jeux à 60-70€ que Nintendo essaiera de nous fourguer à 90€ dans certaines boutiques ou un peu plus tard. Parce que les prix d'appel, ils sont pas obligés. Les prix d'appel, c'est généralement dans un premier temps. Peut-être qu'Amazon les fait constamment, mais la plupart des boutiques le font dans un premier temps. Et après, ils reprennent le prix conseillé à 90€. Et ben la méthode contre les prix chers, c'est les jeux physiques. Voilà, je vous ai expliqué la méthode que beaucoup font depuis des années, je vois ça. J'en connais beaucoup qui font ça. C'est t'achètes un jeu, 70€ pour Mario Kart. Bon, c'est un jeu spécifique, c'est peut-être pas le jeu idéal, mais bon. Comme ça, t'es pas matérialiste. Et si t'es pas matérialiste, bon bah voilà, t'en as rien à foutre de garder les boîtes, tout ça. Mais à un moment donné, t'as pas envie de te faire entuber financièrement et t'as envie de jouer à un maximum de jeux. Et bah l'achat-revente, c'est ce qu'il y a de mieux. Je suis persuadé que c'est même mieux que le Game Pass et des trucs comme ça. J'en suis persuadé. Parce qu'au final, tu choisis bien tes jeux. Parce que le Game Pass, quand t'as énormément de trucs comme ça, j'ai l'impression que tu joues à rien. Parce que finalement, c'est un peu comme Netflix des fois. Tu cherches un jeu, puis quand tu tombes sur un film sur Netflix, finalement, ouais, ça me fait chier, et puis t'arrêtes, et puis t'abandonnes. Tu passes plus ton temps à chercher un truc à faire. Là, tu suis le mouvement, tu suis les sorties des jeux, T'achètes, tu revends, Et finalement, ça te coûte beaucoup moins cher, t'es beaucoup moins dans le dire merde, 90€ cette merde quoi. Et Mario Kart, j'en connais, ils vont être dans la hype au début, ils vont jouer un mois dessus à fond. Multijoueur, tout ça, à fond les ballons. Et après, ils vont plus y jouer. Ça se trouve, ça va être mon cas aussi, tu sais. Et tu le revends. Et à 50€, tu le revends Mario Kart, hein, je te le dis. 50€, tu le revends. T'arrives à le revendre, t'arrives à trouver quelqu'un pour te l'acheter à 50€. Et ça se trouve, il est même repris à 50€ à Micromania parce qu'ils le vendent à 90€. Donc à voir, mais va pas te faire arnaquer non plus par Micromania et compagnie. Donc tu peux le revendre 50€. Donc t'as perdu quoi, 20€ s'il avait acheté 70€. Et après tu perdras 20€ par jeu. Et tu revendras tes jeux assez rapidement. N'attends pas non plus la 5 parce que à court terme,
quand tu revends tes jeux à court terme, faut que ça soit fait quand même rapidement, un mois, 2 mois, un mois tout au plus après la sortie. Donc tu retournes tes jeux comme il faut en 2-3 semaines. Beaucoup les retournent en quelques jours. Et après tu le revends aussitôt. Tu cherches pas et tu profites des autres jeux, tu profites des autres. C'est ça le truc. Si t'attends 3, 4, 5 mois pour certains jeux, bon bah tu auras peut-être un peu plus de mal à le revendre à 50 €. Et pour rentrer dans la collection, il faut attendre 5 ou 10 ans. Faut attendre au moins minimum 10 ans pour que certains jeux deviennent des pépites et ont beaucoup plus de valeur. Voilà, ont une certaine valeur. Après, les jeux Nintendo ont l'air d'avoir été produits en masse sur la première Switch, donc ceux-là tu peux pas vraiment trop espérer les vendre. Les jeux sont à 45 €, 50 € pour les Zelda. Tu peux les vendre 20 € moins cher, quoi. Je dirais 30 € tout au plus. Mais t'as des jeux, apparemment, des jeux indés. Là, par contre, il y en a qui prennent de la valeur. Donc 5, voire 10 ans. Là, tu rentres sur le marché de la collection. Et là, tu peux te faire des pesetas en or. Donc voilà, bon, moi je parle un peu dans tous les sens, mais pour moi le prix ne me dérange pas. De la console ne me dérange pas, le prix des jeux ne me dérange pas aujourd'hui parce qu'il y a eu des baisses de 20 €. Et pareil pour la console, une baisse de 30 €, 508 € la console et Mario Kart en jeu physique. Alors que le pack Mario Kart avec un jeu machin, il a à 510 € en prix conseillé et 500 € dans les boutiques. Alors, sincèrement, si j'étais vous, je mettrais 8 € de plus pour avoir le jeu en physique quand même. Après, je peux comprendre que numérique, t'as pas besoin d'enlever les cartouches et tout ça. Je peux tout à fait comprendre. Mais à un moment donné, tu peux pas te plaindre du prix et ne pas jouer avec le physique. C'est-à-dire l'achat-revente. Et si tu veux tout garder, bah ouais, c'est vrai que bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais avec les prix d'appel, les prix des jeux physiques sont moins chers que les prix vendus sur le Nintendo eShop. Parce que là ça change, tu vois. Le Mario Kart World est à 70 € en physique. Alors qu'il est à 80 € sur Nintendo eShop, tu vois. Je cherche pas à influencer les gens, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi je le dis, les Game Key Cards c'est de l'arnaque. Voilà, c'est de la merde. Pour ceux qui font l'achat-revente à court terme, c'est très bien pour eux. Et là, eux, ils peuvent s'y retrouver, c'est une bonne chose. Pour moi qui aime bien garder les choses, et parfois un jour, je vends entièrement un truc, une collection, un machin, je m'en débarrasse parce que j'ai besoin de pognon, j'ai besoin de machin, bon voilà. Là, tu vois, j'ai une collection de figurines, j'ai un Mondo, un Spectror Mondo V1 première édition, limité à 900 exemplaires, qui est sorti peut-être il y a 5-6 ans, je sais même plus. Je l'ai vu tourner à 700 € sur eBay. Moi, je pourrais peut-être le vendre à 400-500 €. Le prix de la Nintendo Switch, je veux dire. Mais bon, j'ai pas envie de me faire chier tout à l'heure. J'ai plus envie de revendre quoi que ce soit. Et tu vois, je pourrais piocher parce que c'est pas un truc que j'ai c'est pas un truc qui. Aujourd'hui, je me suis vraiment recentré sur la Vintage Collection, la Vintage. Le style vintage pur et dur, la nostalgie vintage. Et ce Spectre en question, il me rappelle rien à part le nom, quoi. À part le nom, le personnage, mais c'est pas. Il a pas le style vintage et tout ça, donc. C'est pas. Je pourrais très bien le vendre demain, quoi. Mais c'est un processus. Hein. Une fois, de toute façon, t'as pris le coup, tu sais à qui tu pourrais revendre, où tu passes et tout ça. Tout ça pour dire que, bon, voilà. Moi, les Game Key Cards, je vais le bouder. Pour moi, c'est le seul truc. Aujourd'hui, je te le dis. C'est le seul truc qui me fait chier, mais monstrueusement. Passer les 10 premiers jours, là, avec toutes les annonces foireuses, avec la communication foireuse. La caméra, le game chat, c'est de la grosse merde. Je m'intéresse pas du tout. C'est pas ça qui va me faire acheter la console. Et c'est pas ça qui va ne pas me faire acheter la console. Cette grosse merde sous Skynet là, c'est daube fini. En plus c'est tout payant, tout ce que tu veux. Bon voilà. Le reste, les succès, les succès ça m'arrange. Après, à part les Game Key Cards quoi. Voilà, les Game Key Cards. C'est
ça me fait vraiment chier. Alors ça coûte moins cher, très bien. Certains disent oui mais attention, c'est parce que ça fait 100 gigas machin et qu'on peut pas mettre plus de 64 gigas. Alors je t'arrête tout de suite. À une époque on avait 2, 3, 4, 5 DVD dans certains jeux. Les Shenmue 1 et 2, t'avais 4 GD-ROM dedans. Dans 2 boîtes Dreamcast avec un four en carton, c'était super joli quoi. Si vraiment ils ont pas envie, déjà dans une boîte de Switch 1, tu mets une dizaine de cartouches dedans. Mais bon, faut créer des boîtes spécifiques. Ça peut coûter peut-être cher de créer une boîte spécifique. Et bah, c'est pas grave. Tu prends 2 boîtes, tu mets 2 cartouches et un petit four en carton. C'est très joli. Merci, au revoir. Allez. Alors évidemment, ça coûte un peu plus cher la cartouche. Mais tu vas pas me dire que la cartouche ça coûte 50 balles non plus. La cartouche, c'est peut-être 10 euros la cartouche. Parce qu'on te dit oui, mais c'est super cher ça. Mais fabriquer dans des grosses productions à des millions d'exemplaires les jeux, tu vas pas me dire que ça coûte 50 euros la cartouche. Je suis sûr qu'on est plus sur des 10 voire 5 euros les cartouches de 64 Go. J'en suis persuadé, on n'aura pas les prix parce que si on avait les prix on se dirait ah ouais quand même, ils s'en mettent plein les poches tous ces enfoirés. Bon après t'as des taxes, des machins, des taxes sur les taxes et machin, tout ce que tu veux. Mais je peux t'assurer que ça doit coûter même pas 5 balles. Même pas 5 balles ces putains de cartouches à la con. Et les boîtiers ça doit même pas coûter une dizaine de centimes. Alors tu peux y aller, tu peux mettre 5-6 boîtiers. Après je préfère payer peut-être 20 euros de plus et avoir un vrai jeu quoi. Donc l'excuse que les cartouches peuvent pas, je comprends pas cette excuse là. J'ai pas vu un gars ou une personne ou un influenceur dire ah mais à l'époque on mettait ça sur 4-5 DVD quoi. Ou une dizaine de CD. Je me rappelle un jeu X-Files sur PC avec des grosses boîtes en carton, des anciennes boîtes. T'avais plein de CD dedans. Je sais plus combien il y en avait plein. T'avais plein de disquettes à l'époque, des disquettes, etc., etc., etc. Les jeux PlayStation, il y avait les Final Fantasy sur PlayStation. T'avais des doubles boîtiers avec plein de CD dedans, tu vois. Voilà. Je comprends pas la polémique, la fausse polémique, en disant oui mais les fichiers sont trop gros pour une cartouche. Maintenant je vais attendre ma console. Les Season Pass, les DLC peuvent se décaler, je pense, parce que ils vont peut-être nous annoncer des Season Pass pour Mario Kart 7. C'est la poule aux odeurs Mario Kart. Va pas me dire qu'ils vont pas te proposer un Season Pass là dans le live Mario Kart. Ça serait étonnant qu'ils ne proposent pas un Season Pass quoi. Voilà, un truc à peut-être pas 80 boules mais peut-être 40 euros. Ça c'est... Ils l'ont bien fait à l'époque de Gears of War 3. Gears of War 3, t'es arrivé, t'achètes ton jeu, Season Pass, peut-être 40 euros, je crois, je sais plus quoi, 10 euros par. C'était 40 euros si tu le prenais tout de suite, et après, je crois que ça devait être 15 euros si tu le prenais au fur et à mesure, tu vois. C'est arnaque fini, quoi. Ah, mais, je suis un fanboy, moi je l'ai pris, et les fanboys de Mario Kart, ils vont le prendre. Et leur jeu qui était censé coûter peut-être 90 euros au départ va peut-être coûter 200, 300, 400 euros au bout de quelques années parce qu'ils vont te faire des Season Pass tous les ans. Moi je suis Nintendo, c'est ce que je ferai. C'est quasiment sûr. Alors selon certains, apparemment les précommandes fonctionnent super bien. Donc il y en a plein qui ont acheté. Parce que il y en a plein qui avaient envie, plein qui l'attendaient, moi compris. Et passer toute cette communication dégueulasse et passer un peu ce direct qui était vraiment dégueulasse, et ben en fait j'ai envie de l'avoir. La PS5 elle est pas en fin de vie mais presque. Donc puis il n'y a pas de jeu party sur PS5, il n'y a pas de jeu à part des Street of Rage 6 où on pourrait s'affronter à deux, mais c'est pas vraiment ma conception des jeux party. Les jeux party c'est plus des Towerfall, des speedrunners, des Mario Kart, des trucs Jamboree à la con là. Quoique ça c'est un peu plus famille on va dire. Donc bon, il y a des jeux qui me font envie, mais comme j'ai dit, la PS5 elle a 5 ans bientôt. Voilà, attendre la PS6 à 1500 euros. La PS6 à 1500 euros avec un lecteur, j'espère à 1500 euros qu'il y a un lecteur. Waouh, ouais. Ouais, mais ils nous proposeront les deux modèles, de toute façon. Donc voilà. Voilà, moi je suis toujours hypé ma précommande. Je pense que là c'est bon, je vais la garder. Bon,
bah, avec 508 €, bah, je peux pas acheter grand chose d'autre, hein, je dois t'avouer. J'avais mis de l'argent de côté, quand même. C'est ce que j'avais dit depuis. J'ai mis de l'argent de côté pour me faire plaisir. Je voulais me faire plaisir avec 3 jeux. La Game Pro, la manette Game Pro numéro 2, parce que je me doutais qu'il allait ressortir une manette Pro, machin, tout ça. Mais en fait, la manette Pro à presque 100 € et les jeux à 60-70 €, bah ça fait un peu, voilà. Moi, je m'étais basé finalement sur les prix de la OLED et des jeux Switch. Et tu vois, 508 €, même un peu plus, bah j'aurais pu acheter 3 jeux, la manette Game Pro et la console, mais non. C'est comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis vachement content de pouvoir profiter de cette console le jour de sa sortie. Voilà. Alors, je suis un cobaye, mais ça fait plaisir. La seule fois où j'ai eu l'occasion d'acheter une console à sa sortie. Parce que généralement, c'est mes frangins qui l'achetaient, ou c'est mes frangins, ou nos parents nous l'achetaient. C'est vrai que la Mega Drive, on l'a eu à la sortie, mais c'était plus pour mon frère. Moi, j'ai eu la Core Graphics qui était déjà peut-être un peu plus ancienne. C'était la PlayStation 1, ouais, la PlayStation 1, avec Crash Bandicoot. Mais c'était peut-être pas le jour de la sortie, parce que je me rappelle, on avait couru dans tous les magasins. Peut-être la veille de Noël, un truc comme ça. La veille de Noël, je me dis, tiens, allez, j'ai envie de me prendre la PlayStation. Et mon frère, il dit, ah, tu vas la prendre, tu vas la prendre. Parce que j'étais apprenti, donc j'avais un peu les moyens. Peut-être que lui, il n'avait pas les moyens, enfin. Et lui, il était vachement hypé à l'idée que je la prenne vite. Comme lui, il avait le permis, parce qu'il était plus vieux. On a fait toutes les boutiques. Elle était en rupture de stock partout, la PlayStation. Et à un moment donné, c'était l'ancien... c'était Carrefour, c'était peut-être pas Carrefour avant, mais c'était à Rouville-Saint-Clair, là où il y a le Carrefour à Rouville-Saint-Clair. On arrive dans la galerie marchande, je me rappelle, j'ai toujours des lunettes. J'avais des lunettes, mais des lunettes qui n'étaient pas anti-buée, quoi. Et comme il faisait froid à l'extérieur, dès qu'on rentrait à l'intérieur, mes lunettes, elles étaient tellement pleines de buée que pendant une demi-heure, elle voulait pas lâcher l'affaire. T'avais beau les essuyer, t'as la buée qui se collait, c'est insupportable. Et j'étais dans le flou total à chaque fois. J'étais surtout le soir avec les lumières comme ça. Je peux dire, dans un magasin, t'as l'impression d'être dans un océan de flou. J'avais ma copine qui était là. J'avais peut-être, il y avait Mickey, il y avait peut-être Nico aussi. On était 5 à mon avis. Parce que tout le monde était hypé. Elle a dit que j'allais acheter la console, quoi. Le seul mec qui avait les moyens d'acheter la console la veille de Noël, un truc comme ça. Un truc de fou. Enfin, la veille peut-être du réveillon de Noël. Peut-être pas. Il faudrait que je revoie le truc. Je sais pas comment Bon, peu importe. Et en fait, j'étais énervé parce que je voyais rien. Et j'ai acheté ma PlayStation 1. On est arrivé dans le magasin. Il en restait 2-3 qui se battaient en duel. Quoique, je me demande s'il en restait pas qu'une seule. Mais je sais qu'il y avait quasiment plus, quoi. T'avais des rayons vides. Je me rappelle des rayons blancs en métal, là, quasiment vides. Et j'ai pris Crash Bandicoot. Allez hop. Je sais pas si j'avais ce jeu-là en tête ou pas. De toute façon, il y avait très très peu de jeux. Il y avait quasiment pas de jeu à la sortie. Je prends Crash Bandicoot, comme ça, je voyais que dalle, quoi. J'ai payé, je voyais que dalle. Et une fois que j'étais dans la parce que j'étais énervé. De rien voir, j'étais énervé. Ça m'agaçait. C'est limite, c'était pas ma meuf qui me dirigeait à un moment donné, mais j'étais énervé parce que on avait fait tous les magasins, on la trouvait pas. Et là, j'ai arrivé énervé dans le magasin. Je suis arrivé énervé. Je suis rentré parce que t'as la galerie marchande. Énervé tout le long de la galerie marchande. Je rentre dans le magasin énervé. Je me dis, il va pas rien avoir. Et c'est le dernier magasin. Et là, il restait des consoles. Et là, je peux t'assurer que là, la hype, elle est... Ah, là, on était heureux. Là, on était tous sur un petit nuage. On était tous pressés de... C'était pas la veille de Noël parce que... Non, c'était peut-être pas la veille de Noël. C'était peut-être une journée avant le réveillon de Noël. C'était la veille du réveillon de Noël, comme ça. Et il pleuvait, il faisait froid, donc ouais. Donc je sais pas quand elle est sortie exactement, la date exacte. Mais voilà, c'était pas Day One, le jour de la sortie, mais c'était le Noël après sa sortie, quoi. Et on était, ouais. C'était un vrai engouement, une vraie hype collective, là, d'un groupe d'amis avec mon frère. Il y avait un vrai engouement, on était vraiment
jaune, je crois. Il y avait du jaune sur le côté, non? Je sais plus. Je me rappelle cette boîte grise et jaune. Il devait y avoir du jaune. Et Crash Bandicoot, ça a été un super jeu. Et c'est le seul jeu que j'ai acheté sur la PlayStation en fait, que j'ai pas gardé. Voilà. Mon frère avait acheté après Tomb Raider à Toys R Us, je me rappelle. Il y avait joué 4 heures, il avait fini. Il dit quoi, c'est déjà fini? J'en ai rien à foutre, je le rapporte à Toys R Us. Il est revenu à Toys R Us avec le jeu ouvert et tout ça. Il dit bah non, on me l'a déjà offert, donc je suis désolé, je l'ai ouvert, mais j'ai pas fait attention quoi. Il s'est fait rembourser Tomb Raider. Je peux t'assurer que ça c'est terminé. Hein. Ça c'est ce genre de baratin, ça fonctionne plus. Et finalement, bah j'ai pas gardé la console. Voilà. J'ai pas gardé la console. Je suis parti sur autre chose, je sais pas pourquoi. Mais la hype de cette fin d'année sur cette console-là et Crash Bandicoot qui était fantastique. Ouais, j'ai retourné Crash Bandicoot, je me suis vraiment éclaté. Mais il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu. C'était vraiment le tout début, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Donc à un moment donné, bah j'ai dit bah je la revends quoi. En fait, je la revends. Et je sais pas ce que j'ai acheté derrière parce qu'à l'époque, bah il y avait la Saturn, mon frère avait la Saturn. Ouais, je sais plus. Donc voilà, j'ai tout ça pour dire que j'ai envie à nouveau d'avoir cette Nintendo Switch 2, d'avoir une console à la sortie, tu vois. J'ai envie, pour la deuxième fois de ma life, me faire ce plaisir. J'ai économisé pour ça, j'ai les moyens pour ça, comme à l'époque. J'avais les moyens au moment d'acheter cette console-là. Chose que je n'ai pas eu avec la première Xbox, contrairement à mes frangins. Chose que je n'ai pas eu avec la Xbox 360, contrairement à mes frangins. La Dreamcast, c'est pareil, j'étais à l'armée à la Dreamcast de toute façon, donc ouais, je vais être c'est quasiment sûr à l'armée. Donc mes frangins ou la Dreamcast à sa sortie, moi je l'ai pas eu. Etc. quoi, en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, et après bah la Xbox One, maintenant après je suis parti sur PC. Donc je suis parti sur PC, j'ai boudé à cause de la Xbox One qui m'a fait lâcher le monde des consoles de jeux. Incroyable. Je dois bien t'avouer, c'était incroyable. Je n'y croyais pas moi-même. Et aujourd'hui, bah, je voulais revenir pour la Nintendo Switch 2. Elle est là, elle sort le 5 juin. Et je serai là pour l'acheter, point barre. Voilà. Que je sois déçu ou pas, que j'y joue un mois comme Crash Bandicoot à l'époque et je revends la Nintendo Switch 2, je ne pense pas. Parce que là, j'ai quand même... je pense pas que je la revendrai tout à l'heure. Je pense que je suis quasiment persuadé, j'ai l'intime conviction, l'intuition même que cette console sera extraordinaire. Voilà, elle sera vraiment extraordinaire. Même si la communication Nintendo est ripou, même s'ils sont pas clairs, et qu'ils sont pas clairs, qu'ils font très peur, on a l'impression que la console c'est de la grosse merde en fait, mais de la grosse merde finie, qu'on va avoir que des problèmes avec, que les jeux ça va être une catastrophe dessus. Parce qu'il y en a qui parlent limite de manipulation, attention, ils ont montré ce qu'ils voulaient bien montrer pendant là où il y a tous les influenceurs, dès le lendemain de la conférence. Tous les influenceurs contestés, ils ont bien voulu montrer ce qu'ils voulaient montrer. Mais bon, Nintendo, ça reste comme une entreprise sérieuse. À un moment donné, ils peuvent pas gérer tous les éditeurs tiers, mais ils savent, je suis quasiment persuadé que les jeux Nintendo, ça sera de la bonne cam, que Mario, ça sera de la bonne cam pour ceux qui sont fans. Pour ceux qui sont fans de Mario Kart, ça sera de la bonne cam. Pour Donkey Kong, ça sera sûrement de la bonne cam aussi. Pour ceux qui aiment bien les Mario Odyssey et tout ça, mais ça c'est des trucs que j'aime pas du tout. Mario Odyssey, des trucs à part Zelda, les Mario en 3D, les Donkey Kong en 3D, je suis pas fan, mais qui sait, je vais peut-être changer d'avis. Quand je vais voir les tests, quand je vais voir que beaucoup de tests sont dithyrambiques et tout ça, bah écoute, et qui disent que le jeu est exceptionnel et tout, bah je me le prendrai sûrement. Parce que je sais que Nintendo c'est une valeur sûre. Et vu que tous les Elden Ring et compagnie, des trucs que j'aurais préféré acheter à Donkey Kong, tu vois, largement, sont prévus en Game Geek Card clé de jeu avec en plus le bandeau dégueulasse. Rien que le bandeau dégueulasse, je me donne même pas envie de les acheter quoi. Et bah finalement je vais peut-être aller voir Donkey Kong. Parce que Nintendo, je suis quasiment persuadé aujourd'hui,
je regarde, mais là, j'ai pas de déception des jeux Nintendo. Même le Donkey Kong Country, je suis pas déçu, j'ai trouvé très très bien en fait. Je suis pas fou amoureux de ce jeu-là, mais j'ai trouvé très très bien. Mario, finalement pour moi, depuis que j'ai testé tous ces jeux Nintendo, les grosses licences, Zelda, Mario, Donkey Kong, et c'est tout. Et bah, je dois bien avouer que Zelda, avec Echoes of Wisdom, avec Breath of the Wild, là je suis en ce moment sur Tears of the Kingdom, que je trouve bizarrement bien mieux que Breath of the Wild, enfin je suis plus dedans en tout cas. Et bah, pour moi Zelda c'est mon jeu. C'est mon jeu Nintendo. Pour moi c'est ma licence Nintendo, c'est mon gros coup de cœur chez Nintendo. Voilà, Mario Wonder était super rigolo, vraiment sympa comme tout. Un peu trop facile quand même. À part des niveaux très spéciaux, mais t'étais pas obligé de les faire non plus quoi, pour finir le jeu. Mais voilà. Et Mario Odyssey, ça me fait pas envie quoi. Et Donkey Kong machin, Donkey Kong Odyssey là, Bonanza, bah ça me fait pas envie non plus. Donc voilà. Mais si j'ai un petit billet à mettre, parce que peut-être que va falloir que je me refasse un peu derrière non plus, parce que est-ce que j'achèterais pas peut-être une manette? Est-ce que finalement les Joy-Con là, branchés comme ça en format manette, est-ce que ça me conviendrait à essayer? Je vais essayer si je vois que ça me... Après, si j'aimerais bien avoir quand même 3-4 manettes pour avoir au moins 4 joueurs ici, tu vois. Ça serait pas mal. Mais des manettes à 100 euros, ça fait un peu cher. Bon allez, je te dis à la prochaine, bye.